suis Papa Ndiaye, chef de la division qui est en charge des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne au FMI, au Fonds monétaire international, dans le département Afrique. Donc aujourd'hui, on a eu l'honneur d'être reçu par les autorités sénégalaises pour présenter notre dernier rapport, celui d'avril, sur les perspectives économiques régionales. Et comme certains d'entre vous étaient ici, ont pu suivre notre discussion et la présentation, on a eu un échange très fructueux sur ces perspectives-là. En gros, la reprise économique dans la région continue, elle se poursuit et nous anticipons une croissance en 2019 de 3,5% pour la région, en hausse de 3% en 2018. Cette croissance devrait se fortifier en 2020 et monter à peu près 3,7% pour se stabiliser en gros un peu en deçà de 4% à l'horizon 2022-2023. C'est une croissance qui masque des divergences énormes entre les pays, essentiellement les pays riches en ressources naturelles comme le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui vont avoir une croissance beaucoup plus faible, de moins de 5%, et les pays pauvres en ressources naturelles, comme le Sénégal, qui vont avoir une croissance de plus de 5%. C'est-à-dire, pour le Sénégal, je crois que cette année, les dernières prévisions sont d'à peu près d'un peu moins de 7%, et pour l'année prochaine, pour 2020, c'est de 7,5%. Nous avons toute une liste de mesures que nous avons listées ou énumérées dans notre rapport, et je vous invite tous à le consulter. La période actuelle est une période de haute incertitude. La croissance globale s'essouffle à cause en partie des tensions commerciales qu'on a vues entre les pays avancés et aussi entre pays avancés et pays émergents. Il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés financiers, sur les marchés des matières premières, qui ont essentiellement qui compliquent l'action publique. Et il y a aussi beaucoup de risques à l'horizon, des risques liés au climat, au changement climatique. Vous avez vu notamment ce qui s'est passé au Mozambique avec le cyclone Idai et les pertes énormes en vie humaine et les destructions en termes d'infrastructures. Et ces chocs-là, la sous-région est très exposée à ce type de choc. En plus de ça, il y a les problèmes d'insécurité, en particulier dans la région du Sahel. Malheureusement, on a vu une augmentation de ces problèmes-là récemment. Et un des chapitres analytiques de notre rapport est dédié à l'impact macroéconomique des conflits. Et le chapitre montre l'impact significatif que ces conflits peuvent avoir sur la croissance. Ils sont significatifs non seulement en termes de magnitude, mais aussi en termes de persistance. Donc ce sont des conflits qui ont des effets durables sur la croissance. Ils ne se limitent pas uniquement aux pays où les conflits se passent, ils s'exportent sur les pays limitrophes. Ils ont des effets à la fois sur la croissance des pays limitrophes, mais aussi sur la cohésion sociale des pays limitrophes, parce que il génère des mouvements de population énormes. Le deuxième chapitre analytique de ce rapport est dédié à la zone de libre-échange continentale africaine,
dont le 22e pays, que le 22e pays vient de ratifier et donc qui ouvre la voie à un possible mise en place, mise en effet de ce rapport et de cet accord. Et comme notre rapport le montre, cet accord a le potentiel d'accroître significativement le commerce intra-régional et aussi d'améliorer, de soutenir la croissance de la sous-région. Mais ça va au-delà du commerce intra-régional. Cet accord essentiellement ouvre un marché ou crée un marché d'1,2 milliard de personnes et de 2500 milliards de dollars, ce qui vous donne une idée de la taille du marché qui essentiellement place la sous-région dans la chaîne de valeur mondiale. Il change complètement les calculs des entreprises étrangères. Ils ne verront plus que des pays avec une petite population ou une petite demande, mais un continent avec une population d'1,2 milliard et un pouvoir d'achat très élevé. Donc c'est là essentiellement les points principaux de notre rapport. Je vous remercie. Oui, donc l'endettement, c'est aussi un des deux défis auxquels les pays de la sous-région doivent faire face. Il y a 7 pays qui en ce moment sont en surendettement, 9 pays qui sont à haut risque de surendettement. Il est important. Le Sénégal a un risque faible de surendettement. Donc, j'ai la représentante du FMI qui est ici et qui pourra vous donner plus de détails là-dessus. Mais en ce qui concerne les vulnérabilités liées à la dette, il est impératif que les gouvernements de la sous-région contiennent ou réduisent ces vulnérabilités-là, en partie parce qu'on a vu une hausse très importante du service de la dette. Le service de la dette est passé de 5% du PIB en 2010 à maintenant plus de 10% du PIB en 2017. Et c'est là 5% du PIB qui aurait pu servir aux dépenses sociales et aux dépenses de développement dont ces pays-là ont besoin. Donc, il est vraiment nécessaire de contenir ces vulnérabilités pour pouvoir dégager de l'espace fiscal qu'il faut pour répondre aux besoins de développement de nos pays, pour aussi assurer la stabilité macroéconomique qui est très importante pour que les pays de la sous-région créent les conditions nécessaires à une croissance soutenue, à une croissance élevée et à une croissance inclusive. Merci beaucoup. Vous avez parlé de ressources naturelles qui ont joué un rôle important dans la croissance. Le Sénégal a désormais des ressources minières et gazières. Est-ce que le pays doit s'inquiéter de l'arrivée de ces ressources qui visiblement ne semblent pas en adéquation avec le développement d'une croissance durable? Je vais voir. Ben, écoutez, je ne voudrais pas que vous sortiez de là en pensant qu'avoir des ressources naturelles, c'est forcément quelque chose de pas bien. Je crois que tout dépend de comment ces ressources sont gérées. Il faut les gérer de façon viable et transparente. Il faut aussi se dire que les cours des ressources naturelles changent, fluctuent. Les pays actuels qui sont riches en ressources naturelles et qui font face à ces difficultés dont je vous ai parlé sont, en fait, on fait face à un choc énorme, une baisse énorme du prix du pétrole en 2014. Je crois qu'il faut aller, je crois qu'il faudra retourner aux années 70
pour trouver un choc de cette magnitude. Et donc, c'est très difficile de gérer une situation pareille. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi créer des mécanismes qui permettent d'améliorer la résilience, c'est-à-dire épargner une bonne partie de ces recettes quand les cours sont élevés pour les mauvais jours, hein, quand savoir que les hausses des matières premières, des coûts des matières premières ne sont pas permanentes, elles sont pas là pour toujours, et qu'il y aura des mauvais jours. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes contracycliques pour pouvoir gérer les vulnérabilités qui sont liées à ça. Mais je crois que le team et les autorités sont parfaitement en connaissance de ces risques et de ces opportunités et vont prendre les mesures nécessaires.